Où est l'arnaque? Bon, un bref rappel du concept, il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction, et il s'agit pour vous de voir bien, à quel moment j'aurais tenté l'arnaque, et bien évidemment en fin de vidéo je reviens sur l'arnaque, je la dévoile du coup, et je vous indique une correction valide. C'est parti, on admet que pour tout n entier naturel non nul, l'équation x puissance n plus nx moins 1 égale 0 d'inconnu x bien entendu, admet une unique solution dans l'intervalle ouvert 0,1. On notera xn cette unique solution. On nous demande en premier lieu d'étudier la monotonie de la suite xn, puis de montrer que cette suite est convergente et de déterminer sa limite. C'est parti, avant d'attaquer le vif du sujet, un petit mot sur ce genre de suite, qu'on appelle suite implicite. La suite xn, donc c'est une suite de solutions, chacun des termes de la suite étant l'unique solution dans 0,1 d'une équation donnée. Donc c'est pas une suite définie par une relation de récurrence, c'est pas une suite définie de manière explicite, du genre xn égale 3n carré plus 7 par exemple, mais c'est une suite définie de manière implicite, donc définie de manière détournée comme étant pour chacun de ces termes l'unique solution de telle ou telle équation. Ok. Il y a une autre suite, il y a un autre exo de suite entre guillemets implicite sur la chaîne, c'est un exo de terminal, je vous le mettrai en lien en description, mais bon, c'est pas la suite implicite la plus heureuse, vu qu'en fait elle peut être rendue explicite, vous verrez, si vous regardez, vous verrez en commentaire sous la vidéo, un commentaire intéressant qui dit, en fait, on aurait pu court-circuiter l'exo et expliciter la suite, voilà. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'on peut pas faire l'économie de l'étude de suite implicite. C'est parti. Étudier la monotonie de xn. Bon, peut-être que je vous raconte tout ça pour vous mettre en confiance et vous faire oublier qu'il y a une arnaque à la clé. Étudier la monotonie de xn. Bon, alors, ils sont gentils, ils nous font admettre, en général, il y a un première partie qui est, corollaire du TVI, blablabla, on pose fn, la fonction pour tout n appartenant à l'étoile, on pose fn, tiens, on va la poser, on sait jamais, fn... c'est la fonction qui à x associe x puissance n plus nx moins 1. Ok. Que dire d'une telle fonction? J'en aurais peut-être besoin d'ailleurs pour la suite. D'ailleurs, si on m'avait pas épargné le petit passage avec le corollaire du TVI, j'aurais dû étudier les variations de fn, parler de sa continuité sur R et en particulier sur 0,1, étudier les valeurs en 0 et en 1 qui sont permises. Ici, il y a bien continuité, j'aurais pu aussi parler des limites en 0 et en 1, et m'assurer que 0 est compris strictement entre ces deux valeurs, ou ces deux limites. Ce qui revient au même ici, la fonction fn étant constante. Ok, mais on me le demande pas, donc on me demande juste la monotonie. Ce qui est bien quand même, c'est d'essayer de savoir des choses sur fn. Fn est strictement croissante sur R+, et en particulier sur 0,1, ouvert. Ok. Pourquoi? Tout simplement par somme de fonctions strictement croissantes sur R+. Par somme de la fonction qui a x associe x puissance n qui est strictement croissante sur R+, et de la fonction qui a x associe nx moins 1, fonction affine, à coefficient directeur strictement positif, donc strictement croissante, et même sur R, bon là en l'occurrence sur R+. Ok. Alors, on me dira à quoi ça peut me servir. Bon, dans ce genre de situation, souvent l'astuce c'est d'essayer, en fait, la monotonie de xn, ça revient à faire quoi? Ça revient, si possible, à comparer pour n'importe quel n, xn et xn plus 1. Sauf que nous savons que xn plus 1 est défini comme étant l'unique solution d'une équation donnée, fn plus 1 de xn plus 1 égale 0, c'est ce que nous savons sur xn plus 1, c'est-à-dire que, xn plus 1 puissance n plus 1 plus n plus 1 xn plus 1 moins 1 égale 0. C'est ce que nous savons sur xn plus 1. Et nous savons que fn de xn fait 0. Malheureusement, il n'y a pas de quoi les comparer de manière... Enfin, on aimerait, comment dire les choses simplement, on aimerait disposer d'un outil qui me permette de comparer xn et xn plus 1, les mettre un peu... les regarder du même angle en quelque sorte et pouvoir les comparer. J'ai fn de xn qui fait 0, fn plus 1 de xn plus 1 qui fait 0, malheureusement. Je vais essayer de croiser les choses. Je vais essayer de m'intéresser à fn de xn plus 1. Fn de xn plus 1, ça me fait xn plus 1 puissance n,
plus n xn plus 1 moins 1. Je fais bien attention, la fonction fn à x, elle associe ça, donc si je remplace x par xn plus 1, ça me fait bien ça. Ok, et je vais comparer fn de xn plus 1 à fn de xn. Fn de xn, je sais que c'est 0, donc je vais comparer fn de xn plus 1 à 0. Mais comment je vais faire? Je n'oublie pas que je sais ça. Ce que je vais faire d'intelligent, peut-être c'est la soustraction des deux. Fn plus 1 de xn plus 1 moins fn de xn plus 1, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait, donc du coup, ça moins ça, donc qu'est-ce qui va rester? Il y aura du xn plus 1 puissance n plus 1, moins xn plus 1 puissance n, plus, donc ça moins ça, il va rester du xn plus 1 tout seul, n plus 1 moins n facteur de xn plus 1, et les moins 1 vont partir. Ok, et je voudrais le signe de cette quantité. Par quoi puis-je factoriser cette quantité? Déjà par xn plus 1. Ça fait xn plus 1, facteur de xn plus 1 puissance n, moins xn plus 1 puissance n moins 1, je n'oublie pas, en l'occurrence ici que bon, n est un entier naturel non nul, donc ça c'est une puissance positive de xn plus 1, juste pour l'anecdote, plus 1. Ok. Et j'aimerais le signe de ça. Pourquoi le signe de ça? Parce que je rappelle que fn plus 1 de xn plus 1, ça je sais que ça fait 0, et grâce à ça, ça va m'indiquer le signe de fn de xn plus 1. Ok. Bon. Alors, xn plus 1 est strictement positif, c'est un réel strictement compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est du signe de... Tout ça, là, cette quantité est du signe de xn plus 1 puissance n moins xn plus 1 puissance n moins 1, le tout plus 1. Ok, sauf que, donc là je vois un combat entre cette quantité positive moins cette quantité positive. Qui est la plus grande? C'est ça la question que je vais me poser. Je sais que xn plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc xn plus 1 puissance n-1 va être inférieur ou égal à 1 puissance n-1. Par croissance de la fonction qui a x associe x puissance n-1, toujours sur R+. Par croissance au sens large, pourquoi je dis croissance au sens large? Parce que il se peut que n soit égal à 1, auquel cas la fonction en question c'est la fonction qui a x associe 1. Qui a x associe x puissance 0, donc 1. Mais en l'occurrence c'est toujours ça, inférieur ou égal à ça, qui est 1. Donc xn plus 1 puissance n-1 est toujours inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est supérieur ou égal à xn plus 1 puissance n en fait, puisque 1 moins ça est positif. Et xn plus 1 puissance n est strictement positif. On m'a dit que xn plus 1 était un réel strictement compris entre 0 et 1. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que fn plus 1 de xn plus 1 moins fn de xn plus 1 est strictement positif. Donc, fn plus 1 de xn plus 1 moins fn de xn plus 1 est strictement positif. C'est-à-dire que fn de xn plus 1 est inférieur strictement à fn plus 1 de xn plus 1. Fn plus 1 de xn plus 1, bah c'est 0, on a dit, inférieur à 0. Bon, j'ai dit des trucs stricts, je peux rester large si j'en ai envie, pour pas m'embêter, c'est vrai, hein, ce qui est strict est large. L'inégalité stricte est en particulier large, ça me dérange pas. Ok, fn de xn plus 1 est négatif ou nul. Oui mais... Et alors? Enfin, je veux dire, voilà, super, c'est génial, qu'est-ce que je fais maintenant? Mon idée, c'était d'essayer de comparer xn plus 1 et xn. 0, c'est qui aussi? 0, c'est fn de xn. Ah! Là, tout d'un coup, ce que j'appelle, j'ai eu du mal à trouver une formulation sympa pour dire avoir xn plus 1 et xn, enfin, comparables, avec des situations comparables, ben là, fn de l'un est inférieur ou égal à fn de l'autre. Je réécris ce qu'on avait, fn de xn plus 1 inférieur ou égal à fn de xn. Et ce, pour tout n appartenant à une étoile. Ok. Et que dire de fn? Je rappelle que fn, la fonction fn, est croissante sur R+. Croissante sur R+, en particulier sur 0, 1 ouvert, où se situent xn et xn plus 1. Donc, xn plus 1
va être inférieur ou égal à xn. Oh, et ça c'est vrai pour tout n appartenant à une étoile. Ai-je répondu à la première question? Oui. J'ai pas envie de tourner la page parce que je risque de retomber sur du flou. Alors, xn est donc décroissante. Tout simplement, voilà. La suite xn est décroissante. Ok. La suite xn est décroissante. Très bien. La deuxième question, c'était... allez, on va tourner la page, tant pis. Montrer que xn converge et déterminer sa limite. Ce que j'aime souvent dire, c'est que montrer que xn converge et déterminer sa limite, c'est pas forcément puis déterminer sa limite, ça peut être d'une pierre deux coups. Faut pas que j'oublie ce que je sais sur xn, et là, en l'occurrence, peut-être que faire ça, je dis souvent le et n'est pas forcément un puis, mais là, peut-être que j'ai intérêt à le faire en deux étapes. À expliquer que xn converge, bon là, elle est décroissante, déjà, c'est pas mal, puis déterminer sa limite. Xn est décroissante, xn est décroissante et minorée, en fait. Minorée par qui, d'ailleurs? Par 0. Parce que pour tout n appartenant à une étoile, xn appartient à 0, 1 ouvert, donc xn converge vers un réel, L appartenant à... eh bien, 0 fermé, 1 ouvert. Pourquoi ça ne peut pas être 1? Tout simplement parce que pour tout n appartenant à une étoile, xn est par décroissance inférieur ou égal à x1, qui est strictement inférieur à 1. Si je conserve l'inégalité au sens large, bah, la limite sera inférieure ou égale à x1, mais ne pourra pas être égale à 1, du coup, à cause de cette inégalité stricte là. Ok. Bon. À moi de savoir maintenant qui est L. Et nous savons aussi que pour tout n appartenant à une étoile, j'ai complètement oublié l'équation que doit satisfaire xn, donc xn puissance n plus nxn moins 1 égale 0. Xn puissance n plus nxn moins 1 égale 0. J'ai bien envie de faire tendre n vers plus l'infini. Le problème, c'est que, bon, il y a xn puissance n, je sais pas trop comment ça va se comporter, nxn aussi, enfin, il y a une situation qui va... En fait, le calcul de limite va dépendre de si la limite fait 0 ou pas. Si la limite n'est pas 0, je vais pouvoir parler de choses dont je ne pourrais pas parler si la limite fait 0. Notamment si la limite de xn est 0, là il y a une forme indéterminée qui est un peu compliquée à gérer. On va essayer de travailler proprement. On va leur dire, écoutez, pour tout n appartenant à une étoile, nxn est égal à 1 moins xn puissance n. Ok. On va distinguer les cas possibles. Si L c'est un réel compris au sens large, 0, enfin entre 0 et 1, 0 inclus, mais pas 1. Si L appartient à 0 ouvert, 1 ouvert. Qu'est-ce que je peux dire de sympa? Limite quand n tend vers plus l'infini de nxn, n qui tend vers plus l'infini, xn qui tend vers un réel L strictement positif, bah c'est plus l'infini. Là il y a un problème. Là déjà je suis mal barré. Alors attention à pas dire de bêtises, du genre la suite géométrique ou quoi, non, on est d'accord que ça, les xn étant tous strictement positifs, je peux dire que c'est 1 moins exponentielle de n ln de xn. Mais ça reste choquant, ça c'est toujours strictement inférieur à 1, à la limite je peux calculer la limite, enfin, je vous le dis à l'oral, xn tend vers L strictement compris entre 0 et 1, donc ln de xn par continuité de ln va tendre vers ln de L, strictement négatif, puisque L est inférieur à 1, nln de... enfin, attention, je vais dire une bêtise, par produit de limite, ça va tendre vers moins l'infini, exponentielle de tout ça va tendre vers 0, donc toute cette quantité va tendre vers 1. Je peux faire ce calcul de limite là, mais je peux aussi dire, par observation là, sur le fait, enfin, je peux observer le fait que ça c'est toujours inférieur ou égal à 1. Et pour tout n appartenant à une étoile, 1 moins xn puissance n, et bah c'est strictement, enfin pardon, 1 moins xn puissance n, disais-je, c'est tout le temps inférieur ou égal à 1. Mais c'est absurde. Donc nxn tend vers plus l'infini et est toujours inférieur ou égal à 1. La suite nxn en tant que suite est bornée, est majorée par 1, et tend vers plus l'infini. Problème. Absurde.
C'est absurde, c'est changement de luminosité lunaire, pardon. Alors, ok, ça c'est ciel est strictement compris entre 0 et 1. Donc, forcément, qu'est-ce qui reste comme situation possible? Que L soit égal à 0. La limite de ma suite xn, c'est 0. J'ai bien prouvé que xn était convergente et que sa limite était 0. Voilà. J'en ai presque oublié que c'était un « où est l'arnaque ?» Je dois vous préciser où je vous ai eu, où est-ce que je vous ai eu. Bon, là j'ai juste rappelé que fn était strictement croissante sur R+. J'ai fait une astuce plutôt sympathique, qu'on fait souvent dans les cas de suite implicite comme celle-là. Où est-ce que je vous ai eu? Je vous ai eu sur un petit détail. Voilà. Là j'ai essayé de noyer le poisson au maximum pour pouvoir vous avoir sur un petit détail qui est ici. Je suis passé de là à là en disant que fn est croissante sur R+. Donc croissante sur un intervalle qui contient xn et xn plus 1, c'est pas le souci. Croissante ne suffit pas. J'ai fait exprès de mettre des inégalités larges à la place des stricts, parce qu'avec des stricts, vous auriez plus grillé souvent. Vous auriez dit, hop, 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 attention, il faut que fn soit strictement croissante, ça tombe bien, il l'est. Et bien même pour déshabiller, entre guillemets, pour désappliquer une fonction à deux membres d'une inégalité, pour pouvoir jouer des variations de la fonction, il faut que ces variations soient strictes. Je m'explique. Dire f de a inférieur ou égal à f de b et donc AB appartenant à un intervalle I et f croissante sur I, me dire que ça impliquerait que A est inférieur ou égal à B, ça c'est faux. Exemple simple, imaginez une fonction comme celle-là, qui est croissante sur un intervalle I donné, donc croissante au sens large, donc elle peut se permettre de faire un plateau comme celui-là, elle peut être constante sur tout un intervalle. Mettez votre A ici, votre B là. Est-ce que vous êtes bien d'accord ici que f de A est bien inférieur ou égal à f de B, au sens large? Oui. Ils sont égaux tous les deux, donc f de A est bien inférieur ou égal à f de B. Est-ce que pour autant A est inférieur ou égal à B? Non, A est strictement supérieur à B. Pour pouvoir appliquer, pour passer de A inférieur ou égal à B à f de A inférieur ou égal à f de B, il suffit d'avoir la croissance au sens large de f, sur l'intervalle considéré. Mais par contre, pour pouvoir désappliquer, il faut que cette croissance soit stricte. Ça, c'est pas très intuitif, les premières fois en tout cas qu'on le voit, et ça, c'est une source d'erreur et de piège assez considérable. Et voilà, là c'est plus, on va dire, plus minutieux en termes de ça nécessite plus d'attention en termes de pièges que certains autres pièges que j'ai pu faire dans cette série. Plus évident peut-être. Voilà, tout le reste était bien. Vous êtes peut-être cassé la tête à savoir ce qui posait problème dans ce raisonnement sur la limite, sur l'existence de la limite et sa valeur. Je ne vois pas de problème, à moins qu'il y en ait une arnaque supplémentaire par rapport à celle que je voulais. Mais voilà, l'arnaque se situait ici, le passage de là à là. Il me suffisait de dire fn est strictement croissante sur R+, comme je l'avais tout à l'heure, comme je l'avais au début, et voilà, ça aurait été parfait. Mais non, j'ai préféré vous avoir là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.